Dans l'immense maison de maître qui dominait le quartier noble de la ville, les fenêtres aux vitraux éclatants reflétaient la lumière de l'aube, et les colonnes de marbre semblaient porter l'orgueil de plusieurs générations de fortune. Les couloirs, tapissés de portraits sévères et de tapis épais, exhalaient un parfum de pouvoir et de richesse. Mais derrière cet éclat, il y avait des vies invisibles, des mains usées qui faisaient briller ce luxe sans jamais y appartenir. Parmi ces ombres silencieuses, il y avait une femme. Une simple femme de chambre, que personne n'appelait jamais par son prénom point pour les maîtres de la demeure. Elle n'était qu'un souffle qui passait, une silhouette discrète qui se glissait entre les murs pour balayer, récurer, servir et disparaître aussitôt. Son existence était un sacrifice quotidien, mais elle l'acceptait sans plainte, car derrière ses yeux fatigués se cachait une force que peu auraient soupçonnée. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle se levait dans sa mansarde étroite, une chambre à peine plus grande qu'un placard. Le toit inclinait si bas qu'elle devait s'incliner pour passer près de la lucarne. Dans ce petit espace froid, son lit grinçait au moindre mouvement, et une couverture trop fine peinait à la protéger des nuits glaciales. Mais dès que ses yeux s'ouvraient, elle pensait à sa famille. Ses enfants l'attendaient au village voisin, dans une petite maison de terre battue. C'était pour eux qu'elle supportait l'humiliation et la fatigue. Ses gestes étaient rapides et précis. Nouer son tablier usé, enfiler ses sabots râpés, et descendre les escaliers de service encore plongés dans l'ombre. Le couloir sentait la cire et l'humidité, mais elle n'y faisait plus attention. Ses mains tremblaient légèrement quand elle saisissait le seau d'eau glacée, et pourtant elle ne se laissait jamais ralentir. Elle savait que le moindre retard pouvait provoquer les foudres de l'intendant, un homme sec et autoritaire, toujours. Prompt à rappeler aux domestiques leur insignifiance, elle balayait les sols de marbre jusqu'à les faire briller comme des miroirs, frottait les cuivres jusqu'à ce qu'ils reflètent la lumière des chandeliers, et redressait les tentures de velours que les invités froissaient distraitement sans même remarquer son passage. Invisible, oui, mais indispensable. Sans elle, la maison aurait perdu de son éclat, et pourtant, personne ne songeait à la remercier. Ses journées étaient longues, interminables. Elle portait sur ses épaules des corbeilles de linge plus lourdes que son propre corps, s'agenouillait des heures durant pour frotter les dalles, et se tenait droite, silencieuse, derrière les maîtres de maison lorsqu'ils dînaient dans la grande salle, prête à remplir les verres ou à ramasser une serviette tombée. Quand l'un d'eux posait sur elle un regard distrait, ce n'était que pour s'assurer qu'elle faisait correctement son travail. Jamais un mot de compassion, jamais une attention. Pourtant, son cœur ne se laissait pas envahir par l'amertume. Elle continuait de donner, de servir, avec cette bonté simple et désarmante qui faisait partie d'elle. Quand elle pouvait subtiliser un morceau de pain pour ses enfants, elle le faisait avec une joie secrète. Quand elle croisait un autre domestique découragé, elle lui adressait un sourire qui redonnait courage. Elle ne possédait rien, mais elle savait offrir ce que les plus riches oubliaient souvent de donner, un peu d'humanité. Le soir, lorsqu'elle regagnait sa mansarde après avoir éteint les derniers chandeliers, ses muscles hurlaient de douleur et ses yeux se fermaient presque malgré elle. Pourtant, elle prenait le temps d'écrire quelques lignes tremblantes sur un vieux carnet qu'elle cachait sous son oreiller. C'était sa manière de rester debout, de garder trace de ses pensées et de ses rêves. Car malgré la dureté du monde, elle continuait à croire que le destin avait pour elle une route, une mission. Elle était invisible aux yeux de tous, oui. Mais sous son tablier élimé et ses mains abîmées, elle portait un cœur pur, un cœur capable de voir ce que d'autres ignoraient. Et c'est ce cœur, empli de bonté et d'instinct, qui, bientôt, allait changer le cours d'une vie que rien ne semblait pouvoir atteindre. Celle du milliardaire qui régnait sur cette maison. Le maître de la demeure n'était pas un homme ordinaire. On murmurait son nom dans les salons feutrés et les clubs privés de la ville comme on prononce celui d'un souverain. Ses affaires, étendues sur plusieurs continents, lui avaient rapporté une fortune colossale. On disait de lui qu'il pouvait acheter une rue entière d'un simple geste de la main, ou faire s'écrouler une entreprise d'un mot lâché à voix basse. Dans son manoir aux colonnes imposantes, tout respirait la puissance. Les tapis persans étouffaient le bruit de ses pas, les lustres de cristal faisaient danser des éclats de lumière au-dessus de ses invités, et les murs portaient les trophées de ses succès, médailles, diplômes, portraits peints par de grands maîtres. Chaque objet, chaque meuble, chaque pierre semblait rappeler sa supériorité. Lui, pourtant, n'avait pas toujours été ce magnate au regard froid et assuré. Dans sa jeunesse, il avait connu l'effort et la pauvreté, mais les années d'ascension l'avaient endurci. Désormais, il ne voyait plus autour de lui que des subalternes et des domestiques dont la seule utilité était de servir son confort. Sa réussite lui avait forgé une carapace, et derrière son sourire mondain se cachait un mépris glacé. Chaque matin, vêtu de ses costumes sur mesure, il descendait l'escalier principal, une main effleurant machinalement la rampe sculptée. Il s'installait dans la grande salle à manger, où une table interminable l'attendait. On y déposait des mets délicats préparés par des cuisiniers renommés, mais souvent, il se contentait d'un café noir, bu à grandes gorgées, les yeux rivés sur les journaux financiers.
Ses domestiques l'entouraient, attentifs au moindre de ses gestes, mais il ne leur adressait jamais un mot, comme s'ils n'étaient que des ombres animées. Quand il parlait, c'était pour donner des ordres. Sa voix grave ne connaissait pas la douceur. Il exigeait que tout soit impeccable, réglé comme une mécanique de précision. Le moindre faux pas d'un serviteur déclenchait une remarque cinglante, parfois même une humiliation publique. Il n'avait ni patience ni indulgence. Pour lui, un domestique qui montrait la moindre faiblesse n'était qu'un outil défectueux à remplacer. Les invités qui franchissaient ces portes le vénéraient presque. Banquiers, ministres, hommes d'affaires, tous venaient chercher son regard approbateur comme une bénédiction. Mais derrière leur flatterie, beaucoup le craignaient plus qu'ils ne l'aimaient. Son sourire courtois ne masquait pas son pouvoir de décision, capable de briser une carrière ou de faire fortune. Il possédait tout ce que l'on pouvait désirer: l'argent, le respect, la crainte, le luxe, l'influence. Pourtant, plus il accumulait, plus il semblait s'isoler dans une forteresse invisible. Ses journées étaient rythmées par des rendez-vous, ses nuits par des banquets où le vin coulait et les rires fusaient, mais en vérité, il n'écoutait personne. Les voix qui l'entouraient n'étaient pour lui que des échos sans valeur. Et parmi ces voix étouffées, il y avait celle de ses domestiques, celle de la femme de chambre qui s'activait à quelques mètres de lui sans qu'il ne la voie jamais. Elle pouvait passer à ses côtés, déposer une carafe ou ramasser une serviette tombée, et il ne levait même pas les yeux. À ses yeux, elle n'était qu'une silhouette de plus dans l'ombre de ses richesses. Cet homme, que l'on croyait intouchable, avait bâti un monde où il régnait en maître absolu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la plus humble des voix, celle qu'il n'avait jamais pris la peine d'écouter, s'apprêtait à bouleverser son destin. Cette nuit-là, le sommeil ne vint qu'à pas feutrés, comme un domestique timide qui n'ose frapper. La femme de chambre s'était couchée tard, les poignets douloureux, la nuque raide, et pourtant, dès que ses paupières se fermèrent, quelque chose l'entraîna loin de sa mansarde étroite. Elle eut d'abord l'impression de flotter au-dessus de l'escalier principal, entre les portraits sévères et les tentures sombres. Le manoir semblait respirer, vivant, avec un souffle profond qui montait des caves et s'égarait sous les plafonds peints. Elle se retrouva dans le grand salon, celui que seuls les invités importants avaient le droit d'admirer. Les lustres, d'ordinaire éclatants, vibraient d'une lumière jaune presque maladive. Les fauteuils de velours formaient un cercle docile, comme s'ils attendaient une audience. Mais il n'y avait ni rire, ni musique, ni verre qui tinte. Juste le tic-tac d'une horloge lointaine, irrégulier, hésitant, comme un cœur prêt à s'arrêter. Alors, une tache apparut au centre du tapis clair. D'abord une goutte, puis une autre, puis une traînée rouge, profonde, d'un rouge qu'on ne voit que dans les cauchemars. La femme de chambre sut, sans qu'on le lui dise, que ce n'était pas de la peinture. Le salon, trop poli, trop parfumé, exhalait soudain une odeur métallique qu'aucune cire n'aurait pu masquer point dans la clarté vacillante. Une silhouette vacilla aussi. L'homme, le maître de la maison, fit un pas, puis un autre, comme un acteur à qui on retire la scène sous les pieds. Son veston sombre se froissa, sa main chercha l'air, et son regard, d'ordinaire si froid, fut traversé d'une surprise désarmée. Elle voulut crier, l'appeler, lui dire de se retourner, de courir, mais sa voix resta coincée à l'intérieur d'elle, étouffée par le poids du silence. Une lame trancha l'ombre. Elle ne vit pas le visage de celui qui frappa. Elle ne vit qu'un éclat, un demi-cercle de métal, rapide et précis, jaillissant de la pénombre derrière le paravent. Le milliardaire porta la main à sa poitrine, chancela, puis s'effondra, comme un lustre qui se décroche. Le tapis absorba le choc et la couleur, docile, comme s'il avait été tissé exprès pour ce secret. La pièce se brouilla. Les murs se rapprochèrent, le plafond descendit, les dorures se ternirent. Dans le miroir au-dessus de la cheminée, la femme de chambre crut apercevoir son propre reflet, non pas telle qu'elle était, mais telle que les autres la voyaient. Une ombre rapide, sans visage ni nom. Une idée folle la traversa. Et si son absence de voix avait aussi tué l'homme? Puis l'image se brisa, en mille éclats de verre silencieux. Elle se réveilla, d'un coup. Son oreiller était humide, ses doigts cramponnés à la couverture mince. Le toit de la mansarde grinçait sous le vent. Elle tâta sa gorge, cherchant l'air comme si elle avait réellement crié. Dans l'obscurité, le manoir, en contrebas, ressemblait à un grand animal endormi, mais ses fenêtres, lointaines, luisaient d'une veille têtue. Elle tenta de se raisonner. Ce n'était qu'un rêve. Un mauvais rêve de fatigue. Rien de plus. Pourtant, quand elle ferma les yeux, la scène revint aussitôt, plus nette, plus cruelle. Elle reconnut la veine du marbre sous la cheminée, la couture discrète du tapis, le reflet d'un chandelier dans une carafe posée trop près du bord. Elle entendit même le glissement d'une semelle sur le parquet ciré, ce frisson aigu que seule l'oreille d'un domestique sait remarquer. Ce n'était pas l'imaginaire qui s'emballe, c'était une mémoire qui ne lui appartenait pas. Elle se leva,
fit 3 pas dans la chambre, puis 4, pieds nus sur le plancher froid. Ses mains tremblaient. Elle joignit les doigts comme on prie, sans mots, parce qu'elle n'en trouvait pas. On disait, au village, que certains rêves venaient. En messager, aussi insistant que la pluie quand elle décide de tomber. Celui-ci n'était pas une simple ombre de peur. C'était un avertissement qui demandait à être entendu. Quand elle se recoucha, l'aube pointait déjà. Dans cette mince frontière entre la nuit et le jour, elle fit un serment discret, que personne n'entendit. Si la vision revenait encore, et elle savait qu'elle reviendrait, elle parlerait. Qu'on se moque d'elle, qu'on la chasse, qu'on l'accuse de superstition, peu importait. Mieux valait la honte que le sang sur le tapis clair. Et, comme pour sceller sa décision, l'horloge du couloir sonna une fois, d'un ton grave, puis s'éteignit, laissant au silence la tâche lourde de garder le secret jusqu'au matin. L'aube venait à peine de gratter le ciel de ses premières lueurs pâles, quand la femme de chambre se redressa brusquement dans son lit. Sa poitrine se soulevait à grands coups, comme si elle avait couru des kilomètres. Ses draps, déjà usés, étaient trempés de sueur. Elle passa une main fébrile sur son visage, mais le contact froid de ses doigts n'effaça rien. L'image était encore là, incrustée derrière ses paupières. Le salon, le sang, le maître effondré. Elle tenta d'inspirer profondément, mais l'air de sa mansarde était lourd, chargé d'humidité et de poussière. Chaque respiration ressemblait à une lutte. Le silence de la pièce, ponctué seulement du grincement du bois sous les rafales de vent, ne fit qu'accentuer son malaise. Elle se leva, chancela, et posa ses pieds nus sur le sol glacé. Ses jambes tremblaient encore. Elle alla jusqu'à la petite lucarne qui donnait sur les toits. De là, elle pouvait apercevoir les hautes fenêtres du manoir, encore sombres à cette heure. Tout semblait calme, immobile, figé dans la tranquillité du petit matin. Pourtant, en elle, tout criait l'inverse. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que les murs pouvaient l'entendre. Elle ferma les yeux, mais aussitôt, le cauchemar revint. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Elle le sentait jusque dans ses os. Il y avait une netteté effrayante dans chaque détail. Le grain du tapis, la froideur du métal, l'odeur du sang. Comment un simple songe aurait-il pu lui montrer ces choses qu'elle n'avait jamais remarquées en nettoyant le salon? Elle connaissait cette pièce par cœur, mais pas ainsi. Pas avec une telle intensité. C'était comme si elle y avait vécu l'événement, comme si elle avait traversé l'avenir. Elle se laissa tomber sur la chaise bancale près de son lit. Ses mains se tordaient nerveusement. Elle pensa à sa mère, disparue depuis longtemps, qui lui disait souvent « Quand un rêve colle à ta peau au réveil comme une seconde ombre, alors ce n'est plus un rêve, c'est un message. » Ces paroles oubliées lui revinrent comme un écho lointain. Et si ce cauchemar en était un? Et si on l'avait choisi, elle, une simple domestique, pour prévenir d'un danger plus grand qu'elle? Mais une autre voix résonna dans son esprit, froide et tranchante, qui écouterait une servante. Elle imagina la scène, elle, osant se présenter devant le maître, racontant son rêve comme une prophétie. Elle vit son rire éclater, son regard méprisant, les domestiques chuchotant derrière son dos. Pire encore, elle se vit chasser, ses maigres économies emportées par un vent cruel, et ses enfants laissés sans pain. Le dilemme la dévorait. Devait-elle se taire, prétendre que rien n'avait existé, ou affronter l'humiliation et le risque de perdre ce qu'elle avait de plus précieux? Elle enfouit sa tête dans ses mains, luttant contre cette peur qui grandissait à chaque instant. Le cauchemar n'était pas seulement une vision nocturne, c'était une épée suspendue au-dessus de sa conscience. Ses yeux balayèrent sa chambre, le lit étroit, la couverture rapiécée, le seau d'eau au coin, le petit carnet qu'elle cachait sous son oreiller. Elle le sortit et y griffonna quelques lignes tremblantes. « Cette nuit, j'ai vu le maître mourir. » Le sang coulait sur le tapis du grand salon. Ce n'était pas un rêve. C'était un avertissement. Ses lettres étaient maladroites, mais écrire la vision la rendait plus réelle encore. Quand la cloche de service sonna au loin, l'appelant à descendre, elle sursauta. Le manoir s'éveillait, et avec lui, le destin reprenait sa marche. Elle remit le carnet sous son oreiller, noua son tablier d'un geste fébrile et quitta sa mansarde. Ses pas sur l'escalier de service résonnaient plus fort que d'habitude, comme si chaque marche était un rappel. Elle portait désormais un secret trop lourd pour elle seule au rez-de-chaussée. Les premiers domestiques s'agitaient déjà, préparant le café, astiquant l'argenterie, ouvrant les lourds rideaux. Elle les regarda, tous occupés, inconscients du danger qui planait peut-être sur la maison. Elle avait envie de leur crier « Quelqu'un veut sa mort !» Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ses yeux cherchaient le maître, déjà prêt à descendre, et son estomac se noua. Le cauchemar persistait en elle comme une brûlure qu'on ne peut apaiser. Et désormais, chaque seconde passée à se taire la rapprochait du choix qu'elle redoutait le plus. Parler, ou garder le silence et laisser le destin s'accomplir. Point le jour s'était levé tout à fait, et les rayons pâles du soleil d'hiver filtraient à travers les hautes fenêtres du manoir.
La maison grouillait déjà d'activité. Des pas précipités résonnaient dans les couloirs, les casseroles tintaient dans les cuisines, et l'air se chargeait des odeurs de café noir et de pain grillé. Pourtant, au milieu de cette routine bien huilée, la femme de chambre marchait comme une âme en sursis. Chaque fois qu'elle croisait un autre domestique, elle feignait de sourire, mais son cœur battait à tout rompre. Ses doigts se crispaient autour du chiffon qu'elle tenait. Le cauchemar de la nuit s'imposait encore et encore dans son esprit. Elle voyait le milliardaire s'effondrer, le tapis se tacher, l'ombre. Brandir la lame. Plus elle y pensait, plus l'urgence d'agir lui semblait évidente. Mais aussitôt, la peur venait la terrasser. Comment, elle, une servante anonyme, oserait-elle parler? Et surtout, qui daignerait l'écouter? Le maître, cet homme d'une arrogance glaciale, rirait sûrement à gorge déployée. Peut-être la traiterait-il de folle, de superstitieuse bonne femme. Peut-être même la renverrait-il sur le champ pour avoir osé troubler son esprit avec des histoires absurdes. Elle imagina la scène. Elle, debout au milieu du grand salon, les yeux fixés au sol, racontant son rêve d'une voix tremblante. Et lui, levant les yeux de son journal, plissant les lèvres d'un sourire moqueur, se tournant vers ses invités pour se gausser. Voyez donc cette domestique. Elle croit prédire l'avenir. Le rire cruel des convives résonna dans son imagination, plus fort que tout. Elle sentit ses joues s'empourprer rien qu'à cette idée. Mais un autre scénario la hantait, celui où elle garderait le silence. Et si l'assassin existait vraiment? Si son rêve était un véritable avertissement, et que, faute de parler, elle devenait indirectement complice d'un meurtre? Ce poids moral était presque insupportable. Son souffle se saccada, et elle s'appuya contre le mur d'un couloir sombre pour reprendre contenance. Ses pas la menèrent vers l'escalier principal, là où, dans son rêve, le milliardaire avait chuté. Elle s'arrêta, fixant le tapis impeccable qui brillait sous la lumière. Son coeur se serra. Tout semblait si paisible, et pourtant elle y voyait encore les taches rouges de son cauchemar. Ses mains se mirent à trembler, et elle dut les cacher dans les plis de son tablier pour que personne ne remarque son trouble. Elle songea à ses enfants. Si elle était renvoyée, comment les nourrirait-elle? Déjà qu'elle peinait à leur envoyer quelques pièces pour acheter du pain. Son maître n'hésiterait pas à se débarrasser d'elle comme d'un vieux chiffon, et personne ne prendrait sa défense. C'était la règle tacite des riches. Une servante qui ose parler au-delà de sa place mérite la rue. Pourtant, au fond de son être, une voix insistante la pressait. « Parle. N'aie pas peur. Ce que tu sais peut sauver une vie. » Mais une autre, plus glaciale, répondait aussitôt « Et si tu parles, tu perds la tienne. » Elle oscillait ainsi, écartelée entre la loyauté et la survie, entre le courage et la prudence. Au détour d'un couloir, elle croisa le regard d'un autre domestique, un vieux majordome aux cheveux blancs, qui la dévisagea un instant. Son regard semblait percer son trouble, mais il passa sans rien dire. Elle comprit alors que ce fardeau n'appartenait qu'à elle. Personne ne l'aiderait à prendre la décision. Quand enfin elle entendit les pas lourds du maître descendant l'escalier, son cœur bondit dans sa poitrine. C'était le moment. Elle pouvait s'avancer, ouvrir la bouche, prononcer les mots. Mais ses jambes restaient clouées au sol, comme paralysées par la peur. Elle recula, se cacha dans l'ombre d'un pilier, et observa le milliardaire passer, majestueux, indifférent, sûr de lui point elle serra les poings. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret bien longtemps. Mais l'idée de braver son mépris l'effrayait plus encore que le cauchemar. Cette peur, lourde et tenace, était une prison invisible. Et dans cette prison, elle sentait déjà que son silence pouvait coûter plus cher qu'elle ne l'imaginait point le matin et tirait déjà ses rubans pâles sur les boiseries, quand elle comprit qu'elle ne pouvait pas retarder davantage l'inévitable. Elle avait passé la nuit à tourner et retourner le cauchemar dans son esprit, comme on frotte une tâche qu'on ne parvient pas à effacer. Au bout de l'épuisement, une résolution s'était formée, simple et nue, parler. Elle descendit l'escalier de service le cœur cognant contre ses côtes. Ses doigts, encore rêches d'avoir trop lavé, serraient un torchon à s'en blanchir les phalanges. Dans le couloir qui menait à la salle à manger, l'intendant surgit, aussi raide que sa redingote. Son regard tranchant balaya son visage. Le maître déjeune. Aucun dérangement. Elle inspira, sentit le goût du fer sur sa langue. C'est nécessaire. C'est important. Il allait l'écarter d'un geste sec lorsque l'horloge sonna, grave, et la cloche d'argent vibra dans la pièce voisine. Le signal habituel qui appelait à resservir le café. Elle profita de l'instant, se glissa derrière l'intendant et franchit le seuil. La table luisait de porcelaine et d'argenterie. Le milliardaire, impeccablement vêtu, parcourait les journaux en diagonale, une tasse noire à portée de main. La femme de chambre sentit son courage vaciller au premier regard qu'elle posa sur lui. C'était un regard qui avait trop vu, trop gagné, et que rien n'étonnait plus.
Pourtant elle avança, posa le plateau près de lui, et resta debout, droite, à une distance respectueuse. Pendant une seconde, elle n'entendit plus que le battement sourd de son propre sang. Alors elle parla. Sa voix n'était ni forte ni assurée. Elle était claire. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » Il leva les yeux, lent, comme on concède une faveur à un importun. « Ce matin, reprit-elle, la gorge serrée, je suis venu vous parler d'un danger. La nuit dernière, j'ai vu le grand salon. Le tapis clair. Le sang. Et vous qui tombiez, la poitrine ouverte par une lame. » Elle ne raconta pas un rêve, elle décrivit une scène. La couture du tapis, le reflet d'un chandelier, le glissement d'une semelle, l'odeur métallique qui mord la gorge. Chaque détail tombait comme une pièce posée sur une table nue. Elle s'entendait parler et se croyait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. L'intendant, resté sur le seuil, tout ça pour rappeler l'évidence des hiérarches. Elle poursuivit quand même. « Ce soir, vous recevez. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Mais si ce que j'ai vu doit arriver, alors il faut changer quelque chose. La disposition, la lumière, la surveillance, il faut déjouer l'ombre. » Le milliardaire reposa sa tasse avec une précision mécanique. Une veine courait à sa tempe, discrète. Il prit le temps d'épousseter un grain invisible sur sa manche, puis d'ordonner d'un signe que l'intendant se taise. Le silence s'épaissit, au point qu'on aurait pu y laisser l'empreinte d'un doigt. « Et comment t'appelles-tu » demanda-t-il enfin. Elle eut un bref vertige. Depuis combien d'années personne, ici, ne le lui avait demandé? Elle dit son nom. Le prononcer l'ancra. « Très bien, fit-il. Continue. » Alors elle reprit, plus posée. Elle expliqua la sensation d'urgence qu'il avait tirée du sommeil, la répétition précise des images quand elle fermait les yeux, la certitude incompréhensible qui pesait sur sa poitrine. Elle ne supplia pas. Elle ne chercha ni pathos ni larmes. Elle dit seulement ce qu'elle savait, tel qu'elle l'avait reçu, avec l'humble autorité de ceux qui ont vu. Quand elle se tut, le temps sembla se dérober sous la pièce. Au dehors, une charrette grinça sur les pavés. Un courant d'air fit tressaillir la flamme d'une bougie. Le milliardaire soutint son regard une seconde de trop, comme s'il évaluait le poids exact de cette voix venue des coulisses de sa maison. Ses lèvres s'étirèrent alors en un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Il tapota le bord du journal du bout des doigts, comme on mesure la distance entre la croyance et la convenance. L'intendant, derrière, esquissa un rictus. La femme de chambre sentit le froid gagner ses poignets, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle avait tout dit. Le reste, désormais, ne lui appartenait plus. Le milliardaire la fixa un instant, silencieux. Ses yeux, couleur d'acier, semblaient peser le poids de chaque mot qu'elle venait de prononcer. Puis, lentement, ses lèvres s'étirèrent en un rictus. Un rire, d'abord étouffé, monta dans sa poitrine, avant d'éclater franchement dans la vaste salle à manger. Son éclat résonna contre les murs, ricocha sur les porcelaines, fit vibrer les vitres. « Un rêve » dit-il, la voix saturée d'ironie. « Voilà donc ce que tu viens m'apporter, au lieu de faire ton travail? Des visions de superstitieuses, des contes de bonnes femmes ?» Il rit de nouveau, mais cette fois plus fort, presque théâtralement, comme s'il voulait que toute la maison entende. Les domestiques qui passaient dans le couloir s'arrêtèrent un instant, intrigués, puis reprirent leur route d'un pas rapide. Ils savaient qu'il ne fallait jamais traîner lorsque le maître riait de cette manière. La femme de chambre, elle, sentit ses joues brûler. Ses mains se crispèrent sur son tablier. Elle aurait voulu disparaître dans le sol. Tout son courage, durement assemblé, s'effritait comme du sable sous un torrent. Elle avait osé parler, osé rompre le silence qui l'emprisonnait depuis toujours, et voilà que sa voix se brisait sous les éclats de rire du maître. « Tu devrais remercier ta condition, poursuivit-il avec dédain. Si je te croyais vraiment, je devrais penser que ma vie repose sur les divagations nocturnes d'une domestique. Quelle folie! Non, tu n'es pas ici pour réfléchir, ni pour prévenir des malheurs. Tu es ici pour balayer, nettoyer et servir. N'oublie jamais ta place. » Ces mots étaient tranchants comme des lames. Chaque syllabe claquait dans l'air comme un fouet invisible. Pourtant, derrière cette arrogance, il y avait un détail imperceptible. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de sa tasse, comme si, malgré lui, quelque chose dans ses propos l'avait effleuré. Mais il ne laissa rien paraître, préférant cacher cette fissure sous une façade d'orgueil. La femme de chambre baissa les yeux, honteuse. Mais au fond d'elle, une petite voix refusait de se taire. Elle savait ce qu'elle avait vu. Elle savait que son rêve n'était pas une simple illusion. Et même si son maître riait de son audace, elle sentait que le danger rôdait toujours, tapi dans l'ombre de la maison. Autour d'eux, la vie reprit son cours. Les couverts tintèrent à nouveau,
L'intendant donna des ordres pour la préparation du dîner, et les odeurs de cuisine s'infiltrèrent dans la pièce. Tout semblait redevenu normal. Mais le rire du maître résonnait encore dans les oreilles de la servante, un rire qui voulait la réduire au silence, qui cherchait à effacer l'importance de sa parole. Elle s'inclina, fit un pas en arrière et quitta la salle. Ses jambes tremblaient, mais elle gardait la tête haute. Elle venait de subir le mépris qu'elle redoutait tant, et pourtant elle avait parlé. Elle avait osé. Et même si le milliardaire n'avait pas cru un mot de son avertissement, elle pressentait que les graines du doute venaient d'être semées dans son esprit, malgré lui. Dans le couloir, alors qu'elle reprenait son souffle, elle entendit encore son rire se prolonger dans la salle à manger. Mais à ce rire se mêlait une tension subtile, une dissonance que seuls les cœurs attentifs pouvaient percevoir. Car parfois, derrière le mépris, se cache déjà la peur. Le rire s'était dissipé, mais il avait laissé un arrière-goût métallique dans la bouche du maître. Il replia lentement son journal, sans lire la dernière colonne, et, un instant, ses doigts restèrent suspendus au-dessus de la tasse froide. Dans le silence qui suivit, quelques détails remontèrent comme des bulles obstinées. La couture du tapis, le reflet d'un chandelier dans une carafe, le glissement d'une semelle. Des broutilles, pensa-t-il. Et pourtant, ce furent précisément ces broutilles qui lui empêchèrent de tourner la page. Il quitta la table, traversa le couloir solennel et entra dans son cabinet. Les boiseries le rassuraient d'ordinaire, la régularité des classeurs, l'ordre des sceaux et des lettres. Tout un monde de décisions nettes où le doute ne tenait pas plus qu'une poussière sur un miroir. Il s'assit, essaya de reprendre la lecture d'un contrat, mais son regard ne s'accrochait pas aux chiffres. Il voyait le tapis clair, immaculé, et la tache rouge qui s'y étalait dans la bouche close du rêve d'une servante. Il se moqua de lui-même à mi-voix, un réflexe, un bouclier. Depuis quand un empire se gouvernait-il à l'aune des superstitions? Pourtant, sous la raillerie, une autre voix parlait, grave, ancienne, celle d'avant les salons dorés, d'avant les cravates de soie. La voix du jeune homme qui avait appris à survivre dans des ruelles où l'on se retourne toujours une seconde fois. Écoute ce qui gratte sous la porte, disait cette voix. La peur utile n'est pas une faiblesse, c'est un instrument. Il se leva brusquement et marcha vers le grand salon. Les domestiques s'immobilisèrent à son passage. Il s'arrêta au centre, exactement là où la servante avait situé la tache invisible. Le lustre, au-dessus, vibrait à peine. Le tapis, lisse comme une eau dormante, renvoyait une lumière souple. Il resta ainsi, immobile, assez longtemps pour que l'intendant, embarrassé, demande s'il fallait avancer lors des préparatifs de la réception. Non, répondit-il. Mais, faites déplacer ce paravent. Là, contre le mur. Et rapprochez les lampes de ce côté. Je veux moins d'ombre. L'intendant inclina la tête. Les ordres n'avaient rien d'extraordinaire. Ce qu'il était, c'était la manière dont ils furent donnés, sans hâte, mais avec une précision que l'on réserve aux choses sérieuses. Le maître ajouta, comme si l'idée venait de lui au même moment. Et la disposition des tables, nous l'avons figée trop tôt. Inverser 2 plans. Inviter de marque au fond, dos aux fenêtres. Et poster 2 hommes de service supplémentaires, pour la fluidité. Il n'avait pas dit garde. Il n'avait pas dit menace. Le langage de la prudence permettait de sauver la face. Tandis qu'on exécutait ces directives, il suivit du regard les déplacements, recomposa mentalement la salle. Entrée, sortie, angle mort. Chaque ajustement ressemblait à un coup d'échec dont il n'avouerait jamais la cause. Seul un instant, il approcha la main du tapis. Sous la pulpe des doigts, la couture que la servante avait décrite courait comme une veine discrète. Comment a-t-elle su? De la fenêtre, il aperçut, là-haut, les mansardes des domestiques. Une lucarne renvoya un rectangle pâle. Son mépris reflua, un peu. Chose étrange, il se surprit à se souvenir de son nom. La journée avança avec son cérémonial, messager, télégramme, dossier à parapher. Il travailla avec d'autant plus d'application qu'il voulait étouffer le bourdonnement du doute. Mais chaque fois que sa plume raclait trop fort le papier, l'image revenait, obstinée, comme une écharde. Il signa, ferma le dossier, puis, sans y penser, pressa du pouce la tempe où palpitait une veine. Prévoyez aussi que le personnel de service soit changé de côté, lâcha-t-il en fin d'après-midi. Les nouveaux resteront disponibles, mais discrets. Discrets, monsieur. Répéta l'intendant. Discret, confirma-t-il. Vous m'avez compris. À mesure que la lumière déclinait, le manoir se garnissait d'un autre genre d'ombre, plus dense, plus lourde, celle des soirées où l'on attend quelque chose sans savoir quoi. On dressa la table, on fit miroiter l'argenterie, on lissa le satin des dossiers. Lui passa une veste fraîche, noua sa cravate avec des gestes calmes. Vu de l'extérieur, rien n'avait changé, même maintien, même éclat, même autorité.
À l'intérieur, pourtant, la graine avait pris. Elle n'était pas encore une peur. Elle avait la forme plus supportable de la vigilance. Avant de rejoindre ses invités, il se tourna une dernière fois vers la glace. L'homme qui le regardait paraissait sûr de lui. Mais au fond des yeux, il le vit, brièvement, se devinait cette lueur inconnue que donnent les nuits sans sommeil et les décisions silencieuses. On ne me surprendra pas, pensa-t-il. Ce n'était pas un aveu de foi dans le rêve d'une servante. C'était l'armure d'un stratège qui accepte, sans le dire, de déplacer une pièce quand le plateau frissonne. Dans l'escalier, il ralentit à peine. Il avait choisi le camp le plus acceptable pour son orgueil. Ni croire, ni nier. A gear. Et si l'on demandait, ce serait pour la beauté de l'ordonnancement, pour l'élégance de la réception, pour la fluidité. Mais tandis qu'il franchissait le seuil du salon réagencé, le doute, minuscule, têtu, s'installa en lui comme une horloge nouvelle, prête à sonner au moment exact. Le soir était tombé sur le manoir comme un rideau de velours, et déjà les premières voitures s'alignaient devant le grand perron. Les lanternes illuminaient les graviers, projetant des halos dorés sur les façades immenses. Des cochers en livrée aidaient des dames en robes somptueuses à descendre, leurs éclats de bijoux scintillant sous la lune. Les hommes, engoncés dans leurs smokings, échangeaient des salutations compassées avant de franchir les portes monumentales. À l'intérieur, tout respirait la grandeur. Le grand salon avait été réorganisé selon les nouvelles instructions. Les tables avaient changé de place, les sièges étaient disposés différemment et les lampes supplémentaires dissipaient les recoins d'ombre. Les domestiques, vêtus de noir et de blanc, circulaient en silence, glissant entre les convives comme des ombres disciplinées. Mais derrière chaque sourire de convenance, derrière chaque plateau de champagne, planait une tension subtile, imperceptible pour la plupart, sauf pour elle. La femme de chambre observait la scène depuis l'arrière-plan. Ses mains tremblaient légèrement en tenant un plateau, mais son regard restait fixé sur le milliardaire. Il se tenait au centre de la pièce, rayonnant d'assurance. Sa voix grave dominait les conversations, son rire roulait comme un tonnerre apprivoisé. Tout le monde l'entourait, les notables se bousculant presque pour obtenir son attention. Il incarnait le maître des lieux, l'homme intouchable, l'astre autour duquel tournaient les planètes. Mais elle, la servante, savait que cette scène étincelante n'était pas qu'une fête. C'était le théâtre du danger qu'elle avait vu en rêve. Chaque geste des convives, chaque sourire, chaque ombre projetée sur le tapis clair pouvait cacher la menace qu'elle redoutait. Elle scrutait les visages avec une vigilance fébrile, cherchant celui qui trahirait l'intention meurtrière. Pendant ce temps, le milliardaire, derrière son masque d'orgueil, repensait malgré lui aux paroles de la servante. Elle s'était logée dans un coin de son esprit, comme une écharde impossible à retirer. Son rire était un peu trop sonore, ses regards un peu trop rapides. Sous ses gestes calculés, il sondait discrètement la salle, jaugeant les attitudes, évaluant les silences. Chaque détail prenait une importance démesurée. Un invité qui s'attardait près du paravent, un autre qui semblait surveiller les allées et venues, un domestique dont la démarche paraissait trop. La réception battait son plein. Le tintement des verres, les éclats de voix, la musique légère formaient une toile sonore où le danger se camouflait. À plusieurs reprises, la femme de chambre sentit son cœur s'arrêter. Était-ce cet homme, à l'air trop sérieux? Était-ce ce jeune invité qui glissait la main sous sa veste avec une lenteur suspecte, avant d'en ressortir un simple mouchoir? Elle se surprit à murmurer une prière muette, implorant que son rêve ne devienne pas réalité. Les minutes s'étiraient, lourdes comme des heures. Chaque éclat de rire du milliardaire résonnait pour elle comme une provocation au destin. Elle serrait son plateau si fort que ses doigts blanchissaient. Tout en servant, elle gardait les yeux sur lui, prête à bondir, à crier, à se jeter dans l'inconnu si le cauchemar devait s'accomplir. Puis, un instant suspendu, le milliardaire croisa son regard. Ce fut bref, presque imperceptible. Mais elle y lut une reconnaissance muette. Derrière son mépris affiché, il n'avait pas totalement écarté ses avertissements. Et ce soir, sous les lustres étincelants et les rires mondains, chacun jouait un rôle. Le maître jouait l'invincible, la servante jouait l'ombre, et dans l'ombre se cachait peut-être l'assassin. La réception continua, somptueuse et brillante, mais sous cette splendeur, un fil invisible liait désormais leur destin. Car la nuit avançait, et l'heure de vérité approchait. Le grand salon resplendissait sous les lumières des lustres, mais derrière la beauté des dorures et des conversations mondaines, tout avait été modifié avec une précision presque invisible. Aux yeux des invités, il ne s'agissait que d'une réception raffinée comme tant d'autres, mais pour celui qui connaissait les coulisses, chaque détail trahissait une décision inhabituelle. Les tables, d'ordinaire disposées selon un ordre immuable, avaient été déplacées. Certaines se trouvaient plus proches des murs, d'autres orientées différemment, ce qui obligeait les convives à se positionner autrement qu'à l'accoutumée. Les rideaux avaient été tirés plus largement, laissant entrer la lumière des lanternes extérieures,
et des lampes avaient été ajoutées dans les coins sombres. Rien n'était laissé au hasard. Les ombres étaient traquées, dissipées, comme si l'on craignait qu'elles ne cachent un secret. À l'arrière-plan, les domestiques avaient eux aussi reçu de nouvelles consignes. 2 jeunes hommes postés près des portes n'étaient pas de simples serviteurs. Leurs épaules carrées, leurs regards trop fixes trahissaient la présence de gardes déguisés. L'intendant lui-même supervisait d'un œil vigilant, sa main serrant nerveusement le manche de sa canne, prêt à intervenir au moindre signe suspect. Le milliardaire, fidèle à son rôle, n'avait rien laissé transparaître. Il riait, trinquait, discutait avec des ministres, des banquiers, des industriels. Mais derrière son sourire, ses yeux balayaient la salle avec la précision d'un stratège. Il vérifiait les positions, notait les mouvements, comme s'il jouait une partie d'échecs où chaque invité représentait une pièce dont il fallait prévoir le déplacement. La femme de chambre, elle, observait en silence. Son cœur battait vite en constatant que ses paroles, moquées le matin même, avaient tout de même laissé une empreinte. Elle reconnaissait dans chaque changement la trace de son rêve. Plus de lumière, plus de surveillance, une disposition nouvelle. Elle en éprouva une étrange fierté, mêlée de peur. Car si ses visions étaient prises au sérieux, c'est qu'elles pouvaient aussi se réaliser. Au fil de la soirée, les convives s'installèrent. Les conversations reprirent, les couverts tintèrent. Mais l'ambiance, malgré l'apparente insouciance, semblait traversée par un souffle de tension. Certains invités remarquèrent le changement et s'en amusèrent. « Voilà une disposition bien originale », lança un ministre en s'asseyant. « Votre goût du renouveau, cher ami, est une constante admirable. » Le milliardaire sourit, éludant la remarque d'un geste de la main. Mais dans son esprit, la remarque sonnait comme une confirmation. Personne ne devait deviner la vraie raison de ces ajustements. Pour la femme de chambre, chaque détail devenait un signe. Elle scrutait les regards, les mains qui se glissaient sous les nappes, les mouvements brusques, les ombres qui persistaient malgré les lampes. Elle sentait que quelque chose couvait, invisible, tapi dans cette foule en habit de fête. Et puis, dans un coin de la salle, elle remarqua une silhouette figée, un homme qui, au lieu de s'abandonner à la légèreté des conversations, observait fixement le maître de maison. Son regard sombre contrastait avec les sourires environnants. Son attitude n'avait rien de mondain, rien de détendu. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce lui? Était-ce l'ombre de son rêve? Le milliardaire, lui aussi, semblait avoir remarqué ce détail. Mais il ne broncha pas. Il continua de sourire, de parler, de lever son verre. Pourtant, sous la table, sa main serrait fermement le rebord, prête à réagir. Car il savait que ce soir, malgré le faste, malgré le rire, le danger rôdait toujours. Et que le moindre changement, aussi discret soit-il, pouvait être la différence entre la vie et la mort. La réception battait son plein. Le parfum capiteux des dames se mêlait aux effluves de vin rouge servis à profusion, et la musique d'un quatuor emplissait le salon de notes légères. Tout semblait dérouler son cours naturel. Les rires fusaient, les conversations s'entrecroisaient, et le milliardaire, au centre, brillait comme l'astre autour duquel gravitaient tous les regards. Mais sous ce vernis éclatant, une ombre glissait, discrète, calculée. Un homme, vêtu comme les autres, s'était glissé parmi les invités. Rien dans son apparence n'aurait éveillé les soupçons d'un œil distrait. Son habit était correct, son maintien convenable, son sourire poli. Pourtant, son regard, trop fixe, trahissait une intention qui n'avait rien de mondain. Il observait le maître avec une intensité glaciale, mesurant chaque mouvement, attendant une faille. Parfois, ses yeux descendaient vers sa propre main, glissant sous sa veste, effleurant l'objet qu'il cachait. Son cœur battait d'un rythme implacable, mais son visage restait impassible. Pour lui, ce n'était pas une fête, c'était une mission. La femme de chambre, en arrière-plan, sentit son instinct se dresser. Depuis le début de la soirée, elle scrutait les convives, et ce regard-là, elle ne pouvait pas l'ignorer. Ses mains tremblèrent autour du plateau qu'elle tenait, au point qu'une coupe faillit se renverser. Elle recula dans l'ombre d'un pilier, le cœur affolé. Était-ce l'homme de son rêve? L'ombre armée qui frappait sans prévenir? Elle osa regarder le milliardaire. Lui aussi semblait avoir remarqué quelque chose. Derrière ses sourires mondains, ses yeux parcouraient la salle avec une vigilance dissimulée. Lorsqu'ils croisèrent ceux de la femme de chambre, il y eut dans ce bref échange un aveu muet. Il savait. Il avait senti la présence de la menace. Autour d'eux, les convives continuaient d'échanger des banalités, inconscients du drame qui couvait. Les verres tintaient, les couverts s'entrechoquaient, la musique adoucissait l'atmosphère. Mais derrière ce décor de fête, une tension souterraine grandissait. Chaque minute qui passait resserrait l'étau invisible autour du milliardaire. L'assassin, immobile mais prêt, attendait le moment propice.
Il savait qu'il ne pourrait pas agir à découvert, que chaque geste devait se fondre dans l'agitation du banquet. Mais il avait calculé. Le moment viendrait où une coupe s'élèverait, où un rire éclaterait plus fort que les autres, où le tumulte masquerait son geste. Alors, il frapperait. La femme de chambre sentit son souffle se bloquer. Elle aurait voulu crier, mais aucun son ne franchissait ses lèvres. Son rêve, qu'on avait raillé, prenait corps sous ses yeux. La pièce n'était plus seulement un lieu de fête. C'était un champ de bataille invisible où une seule seconde déciderait du sort du maître. Le milliardaire, quant à lui, ne laissait rien paraître. Son rire roulait encore, son verre brillait sous la lumière des lustres, mais sa main, posée sur la table, était tendue comme une corde prête à se rompre. Il jouait le jeu, mais il savait qu'un invité n'était pas venu pour trinquer. La menace était là, au milieu des rires, dissimulée sous le vernis des convenances. Invisible pour les uns, évidente pour les autres. Et chaque seconde d'attente rapprochait la salle de l'instant où le masque tomberait. Le moment tant redouté finit par arriver. Comme une vague qui se brise soudain sur le rivage, l'équilibre fragile de la réception se fissura en un battement de cœur. Tout avait commencé par un simple détail. Une coupe de cristal qui glissa d'une main maladroite et se brisa au sol dans un tintement aigu. Les convives se retournèrent, certains éclatèrent de rire, d'autres s'exclamèrent avec surprise. Ce bref tumulte, insignifiant pour tous, devint le signal qu'attendait l'homme tapi dans la foule. Il fit un pas en avant, son regard fixé sur le milliardaire. Sa main plongea sous sa veste, et dans ce mouvement précis, rapide, il dévoila l'éclat froid de l'acier. Le temps sembla se suspendre. La femme de chambre, figée, revit son cauchemar prendre vie, le tapis clair, la lame, la chute. Tout était là, prêt à se répéter. Mais ce qu'elle n'avait pas vu en rêve, c'étaient les changements opérés. Le déplacement des tables, la lumière crue des lampes, la vigilance renforcée. L'assassin, croyant surgir d'un angle mort, se retrouva exposé, éclairé de plein fouet par un lustre qu'il n'avait pas prévu. Son geste hésita une fraction de seconde. Ce fut assez. 2 hommes en livrée, qui n'étaient pas de simples domestiques, bondirent sur lui. Le premier lui saisit le poignet, le second le plaqua au sol avec une brutalité qui fit sursauter l'assemblée. La lame tomba dans un fracas métallique, roulant jusqu'au pied d'une dame qui poussa un cri strident. La salle tout entière bascula dans la confusion. Les invités se levèrent, renversant leurs verres, s'écartant dans un tumulte de soieries et de chaises. Certains cherchaient à fuir, d'autres à comprendre. La musique s'était interrompue, laissant place à une cacophonie de cris et d'exclamations. Le milliardaire, lui, resta di baut. Son visage demeura impassible, mais ses yeux étincelaient d'une flamme nouvelle. Il avait vu la mort approcher, et il savait à quel point il l'avait frôlé. Sans le réagencement, sans cette vigilance accrue qu'il avait feint de justifier par souci d'ordre et de beauté, il serait tombé comme dans le rêve. La femme de chambre, clouée près du pilier, avait porté ses mains à sa bouche pour étouffer un cri. Des larmes lui montaient aux yeux, mélange de peur et de soulagement. Son cœur battait à tout rompre, mais elle comprenait, en voyant l'homme maîtrisé, que sa vision avait eu un sens. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas insignifiante. Les gardes déguisés relevèrent l'assassin, désormais menotté et impuissant. L'intendant, livide, donna des ordres pour faire évacuer discrètement l'homme, mais il était trop tard pour sauver les apparences. Les convives avaient vu. Ils savaient. La réception, censée être un triomphe mondain, s'était transformée en un théâtre de conspiration déjouée. Un silence lourd retomba peu à peu, ponctué seulement par les respirations haletantes et les chuchotements. Les regards se tournaient vers le maître des lieux, attendant sa réaction. Le milliardaire leva alors son verre, intact malgré le chaos, et déclara d'une voix forte, posée. « Ce soir, nous avons eu droit à un spectacle inattendu. Mais qu'on se rassure, ici, rien ni personne ne saurait troubler ma maison. » Son ton ferme fit illusion. Les invités, dociles, se rassirent, certains un peu tremblants, d'autres feignant de rire de l'incident comme d'une anecdote. Mais dans leurs regards, la peur persistait. Quant à lui, en dépit de son aplomb affiché, son esprit revivait la scène encore et encore. Et dans ce tumulte, une certitude germait. Il devait sa vie non seulement à ses précautions, mais à la voix qu'il avait méprisée. Celle d'une servante qui, en osant parler, avait déjoué l'ombre. La réception avait repris son cours, mais rien n'était plus pareil. Les convives riaient, buvaient, faisaient mine de discuter avec légèreté, mais dans le fond de leurs yeux brillait encore la peur du drame manqué de peu. Les violons s'étaient remis à jouer, mais leurs notes semblaient flotter dans un air plus lourd, comme si chaque corde vibrait sous la tension qui habitait la pièce. Le milliardaire, lui, s'était rassis. Sa posture demeurait impeccable, sa cravate ajustée, son sourire parfaitement dessiné. Mais derrière cette façade de marbre,
il savait. Il avait vu la mort de près, à portée de main, et il savait aussi qu'il ne devait sa survie qu'à un enchaînement de décisions inhabituelles. Ces changements qu'il avait fait ordonner en catimini n'étaient pas sortis de son génie stratégique seul, mais de la voix qu'il avait raillée le matin même. Ses pensées, qu'il aurait voulu étouffer, revenaient vers la femme de chambre. Il se souvenait de ses yeux implorants, de la description précise qu'elle avait donnée, de la façon dont elle avait osé braver son mépris pour l'avertir. Tout ce qu'il avait moqué s'était déroulé sous ses yeux. Le tapis, l'ombre, la lame, le chaos. Sans elle, son sang aurait coulé sur le velours clair, et son nom aurait été murmuré dans la ville non plus comme celui d'un maître, mais comme celui d'une victime. Il porta son verre à ses lèvres, mais la gorgée resta coincée dans sa gorge. Il reposa le cristal et appuya ses doigts contre la table. Pour la première fois depuis des années, un frisson de vulnérabilité le parcourut. Lui, l'homme que rien n'ébranlait, venait de frôler la faim. La femme de chambre, elle, se tenait toujours en retrait, tremblante, les yeux baissés. Elle n'attendait ni reconnaissance ni pardon. Elle voulait seulement reprendre son souffle, se convaincre que tout cela n'était pas une illusion. Mais au fond de son cœur, une certitude brûlait. Elle avait sauvé une vie. Pas n'importe quelle vie, celle du maître de la maison. Celle de l'homme dont dépendaient tant d'autres existences. Le milliardaire leva les yeux et la chercha dans la salle. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais dans cet échange silencieux, il y eut plus de vérité que dans 1000 discours. Il n'y avait plus de mépris, plus de rire moqueur. Seulement une reconnaissance muette, mêlée d'un trouble qu'il ne s'avouait pas encore. Autour de lui, les convives, rassurés par son apparente maîtrise, reprenaient leur conversation. Mais son esprit, lui, restait ailleurs. Il revoyait la lame, le bond des gardes, le cri étouffé d'une femme, et surtout, la voix d'une domestique qu'il avait sauvée sans armes, sans pouvoir, seulement avec le courage de dire ce qu'elle avait vu. La soirée s'acheva dans une ambiance étrange, mi-festive, mi-inquiète. Les invités quittèrent peu à peu le manoir, saluant leur hôte avec des révérences respectueuses, mais chacun emporta avec lui l'image de l'assassin neutralisé. Quand la dernière voiture s'éloigna dans la nuit, le silence retomba sur la demeure. Le milliardaire resta seul un moment dans le grand salon, le regard fixé sur le tapis clair. Il approcha, posa sa main sur la couture précise que la servante avait mentionnée. Ses doigts tremblèrent imperceptiblement. Il murmura alors, comme pour lui-même. Elle avait raison. Ce soir-là, il comprit que son orgueil venait d'être fissuré. La vie, qu'il croyait intouchable, venait de lui rappeler sa fragilité. Et la clé de sa survie n'était pas venue de ses richesses, ni de ses gardes, ni de ses alliés puissants, mais du rêve d'une femme de chambre qu'il avait toujours traitée comme une ombre. Le manoir avait retrouvé son silence après le départ des invités, mais ce silence n'était pas celui de la paix. Il avait la lourdeur des vérités qu'on ne peut plus ignorer. Les domestiques s'affairaient à ranger, ramasser les verres brisés, redresser les chaises renversées. On aurait pu croire à une nuit ordinaire si l'on avait seulement regardé les gestes, mais les regards, eux, trahissaient autre chose. La peur qui n'avait pas encore lâché prise. La femme de chambre, exténuée, se tenait dans l'ombre du grand salon. Elle observait les derniers éclats de lumière sur les couverts d'argent, les taches sombres sur la nappe, les chandelles qui s'éteignaient une à une. Ses mains tremblaient encore. Elle aurait voulu s'éclipser discrètement, retrouver le refuge de sa mansarde, se cacher sous sa couverture et laisser les larmes couler. Mais une voix l'appela. « Toi, reste. » C'était lui. Le maître de la maison. Le milliardaire. Sa voix, d'habitude glaciale, portait une nuance différente cette nuit-là, moins tranchante, presque hésitante. Tous les autres domestiques suspendirent leurs gestes, puis, d'un signe, il leur ordonna de sortir. Le grand salon se vida, laissant la servante seule face à l'homme qu'elle avait sauvé. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait à redécouvrir un visage qu'il n'avait jamais vraiment vu. Elle baissa instinctivement les yeux, mais il dit « Non, regarde-moi. » Elle obéit. Ses pupilles sombres croisèrent les siennes. Pour la première fois, il ne la toisa pas comme une ombre, mais comme une présence réelle. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait à redécouvrir un visage qu'il n'avait jamais vraiment vu. Elle baissa instinctivement les yeux, mais il dit « Non, regarde-moi. » Elle obéit. Ses pupilles sombres croisèrent les siennes. Pour la première fois, il ne la toisa pas comme une ombre, mais comme une présence réelle. « Ce matin, reprit-il d'une voix basse, tu es venu me trouver. Tu as parlé alors que tu savais que je me moquerais. Et tu avais raison. » Il marqua une pause, comme si les mots eux-mêmes lui coûtaient. Puis il ajouta « Sans toi, je ne serais plus là. » La servante sentit sa gorge se serrer. Jamais elle n'aurait imaginé entendre pareille parole sortir de sa bouche. Elle chercha une réponse, mais aucun son ne vint.
Ses yeux s'embuèrent malgré elle. Alors, dans un geste qui stupéfia toute l'assistance cachée derrière les portes entr'ouvertes, il tira une chaise et l'invita à s'asseoir à sa table. Elle hésita, incapable de croire qu'il parlait sérieusement. Mais son regard insistant ne laissait aucun doute. Tremblante, elle prit place, maladroite dans ce décor de luxe qui n'avait jamais été le sien. Il remplit lui-même un verre d'eau et le posa devant elle. Le silence était lourd, mais il n'était plus humiliant. Il était presque solennel. « Tu as fait ce qu'aucun de mes associés, aucun de mes gardes, aucun de mes proches n'a eu le courage de faire, dit-il. Tu as parlé. Tu as osé. » Elle serra ses mains sur ses genoux, incapable de soutenir ses paroles. Mais dans son cœur, une fierté nouvelle naissait. Toute sa vie, elle s'était crue invisible, réduite au rôle d'ombre silencieuse. Et voilà que le maître de la maison la remerciait devant ses propres murs. Cette scène, bien que brève, bouleversa l'ordre établi. Les domestiques, qui observaient en secret depuis le couloir, échangèrent des regards ébahis. Jamais le maître n'avait accordé la moindre attention à l'un d'entre eux. Et ce soir, il venait de reconnaître publiquement la valeur d'une. La femme de chambre, toujours assise, sentit son cœur battre d'une force nouvelle. Elle comprit que ce qu'elle avait accompli dépassait son propre sort. Elle avait prouvé que la vérité, même prononcée par les lèvres les plus humbles, pouvait sauver une vie et faire plier l'orgueil des puissants. Quand elle se leva enfin, il inclina légèrement la tête en signe de respect. Un geste infime, presque imperceptible, mais qui brisa à jamais la barrière invisible entre eux. Cette nuit-là, dans le silence retrouvé du manoir, un pacte tacite venait de naître. Lui, l'homme de pouvoir, avait appris à écouter. Elle, l'ombre ignorée, avait découvert la force de sa voix. La nuit s'était entièrement déposée sur le manoir, et le silence régnait dans les couloirs. Les chandeliers étaient éteints, les convives dispersés, les domestiques regagnés à leur quartier. Pourtant, dans le grand salon encore imprégné des effluves de vin et de cire, demeurait une empreinte invisible, celle d'un destin qui avait failli s'éteindre et d'une voix qui avait su l'empêcher. Le milliardaire, seul un instant, resta immobile face au tapis clair. Il fixait ce sol qu'il avait foulé 1000 fois sans jamais y prêter attention, et qui ce soir lui rappelait cruellement sa fragilité. Ses mains, d'ordinaire assurées, se posaient sur le dossier d'une chaise avec une lenteur inhabituelle. Il pensa à tout ce qu'il avait construit, ses affaires, son empire, ses richesses, son pouvoir. Tout cela aurait pu disparaître en une seconde, dans un simple éclat de l'âme. Et pourtant, il était là, vivant, sauve, non par ses gardes, ni par ses richesses, ni par ses alliés, mais par une domestique, une femme de chambre sans nom, qu'il n'avait jamais regardée autrement que comme une ombre. Une pensée glaçante le traversa. Combien de fois avait-il ignoré des voix semblables? Combien de vérités avaient été étouffées parce qu'elles ne venaient pas des lèvres puissantes? La servante, elle, regagnait lentement sa mansarde. Ses jambes étaient lourdes, mais son cœur vibrait d'une force nouvelle. Elle avait osé. Elle avait affronté le rire, le mépris, le risque d'être rejetée. Et sa parole avait changé le cours des choses. Dans son esprit, ce n'était pas une victoire personnelle. C'était une preuve que même la plus petite des voix pouvait renverser le destin. Ce soir-là, une leçon s'écrivait en lettres invisibles sur les murs du manoir. Aucune voix n'est insignifiante. Les puissants, dans leur orgueil, oublient souvent que la vérité se cache parfois dans la bouche des plus humbles. Et ceux qu'on réduit au silence portent parfois les avertissements les plus précieux. Le milliardaire ne l'avoua pas tout haut. Son orgueil ne le permettait pas encore. Mais en lui, une brèche s'était ouverte. Désormais, il ne rirait plus de la même manière lorsqu'on lui parlerait de rêves ou de pressentiments. Désormais, il regarderait différemment ses mains usées qui faisaient briller ses palais. Quant à la femme de chambre, elle comprit qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle n'était plus l'ombre invisible que l'on efface du regard. Elle avait prouvé, à elle-même autant qu'au monde, que le courage ne réside pas dans la force ni dans la richesse, mais dans la capacité de parler quand tout semble condamné au silence. Ainsi se referma cette nuit étrange, marquée par un rêve et par un geste. Et longtemps après, on raconta dans la ville que le maître de la grande maison, l'homme que rien ne pouvait atteindre, avait été sauvé non par ses gardes ni par ses amis, mais par la voix tremblante d'une servante. Et la morale, comme un souffle discret, traversa les générations. Écouter les plus humbles, c'est parfois échapper au plus grand malheur. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Personne avec les mains jointes, merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.